jugeant qu'il a dépassé le est manifestement une souffrance. Après avoir pendant quelques instants observé d'un œil stoïque la circulation sur le quai, elle tira son mari par la manche et ils traversèrent entre de brusques rafales d'automobiles. Une fois en sécurité sur le trottoir opposé, elle dégagea doucement son bras et décontracta en même temps ses lèvres qui se mirent à trembler. Des larmes roulèrent sur ses jouets, les coudes appuyés à la balustrade, elle émotégea son visage contre les regards indiscrets. Monsieur Ambrose, cherchant à la consoler, lui tapota l'épaule, mais elle ne fit pas naine de s'y prêter. Alors, gêné de rester là, à côté d'une souffrance plus vive que la sienne, il se croisa les bras derrière le dos et commença à déambuler le long du trottoir. Le quai présente par endroits des saillies qui rappellent les chaires d'église, mais les prédicateurs y sont remplacés par des gamins qui balancent des ficelles, jettent des cailloux, font partir en croisière des boulettes de papier. Prompt à déceler tout détail insolite, ils furent d'abord assez impressionnés par l'aspect de Monsieur Ambrose. Le plus déluré cependant lui lança, barbe bleue Monsieur Ambrose, craignant de les voir importuner sa femme, leva sa canne sur eux. Là-dessus, ils décidèrent qu'il n'était que grotesque et 4 voix au lieu d'une reprit rancheur, barbe bleue bien que Mrs. Ambrose demeura immobile plus longtemps qu'il ne paraissait naturel, les amants la laissèrent en paix. Il y a toujours, près du pont de Waterloo, des gens qui regardent en restant dans le ivre. 6h56 1% le fleuve. Par les beaux après-midi, les couples s'y attardent bavarder pendant des demi-heures entières. La plupart des promeneurs consacrent 3 minutes à la contemplation. Quand ils ont comparé leurs impressions avec des impressions précédentes ou prononcé un jugement, ils reprennent leur minimum certains jours, les immeubles, les églises. Les hôtels de Westminster rappellent la cylbe muette de Constantinople dans la brume, le fleuve apparaît tantôt somptueusement pourpre, tantôt couleur de boue, tantôt étincelant et bleu comme la mer. Cela vaut toujours la peine de se pencher sur lui pour voir ce qui s'y passe. Mais le regard de cette femme ne s'élevait ni ne s'abaissait. Depuis qu'elle était là, elle ne voyait qu'une seule chose, un rond irisé qui flottait, avec un brin de paille au milieu. La paille et le rond passaient et repassaient derrière le tremblant écran d'une grosse larme qui s'enflait, qui montait, qui finit par tomber dans le fleuve. À ce moment, une voix toute proche vint frapper son oreille, Lars Porsena de Clusium, par les 9 dieux jura, puis, plus faiblement à mesure que le récitant s'éloignait, que la noble maison de Tarquin ne souffrirait plus d'injustice. Il lui faudrait revenir à tout cela, elle le savait bien, mais pour l'instant elle avait besoin de pleurer. Cachant son visage, elle t'en restant dans le livre. 6h56 1% sanglotait maintenant avec moins de nervosité. Ses épaules se soulevaient et s'abaissaient sur un rythme très régulier. C'est ainsi que son mari la trouva quand il va la rejoindre après avoir marché jusqu'au Sphinx de pierre polie et s'être heurté au passage contre un marchand de cartes postales. La strophe s'interrompit aussitôt. Il s'approcha, lui posa la main sur l'épaule et dit « Ma chérie », son intonation était suppliante. Mais elle écarta de lui son visage fermé, ce qui voulait dire « Il est impossible que vous compreniez comme il restait là cependant ». Force lui fut de s'essuyer les yeux et de les lever jusqu'au niveau des cheminées d'usine sur la rive opposée. Elle discerna aussi les arches du pont et les voitures qui défilaient au-dessus, comme une kyrielle d'animaux dans une galerie de tir. Elle n'apparaissait qu'estompée, d'ailleurs. Pour arriver à distinguer les objets, il lui fallait évidemment cesser de pleurer et se remettre en marche. « Je préfère marcher, dit-elle, alors que son mari faisait signe à un fiacre déjà occupé par 2 hommes d'affaires. L'action de marcher avait rompu la fixité de son état d'épris. Les automobiles lançaient à toute vitesse, plus semblables à des araignées lunaires qu'à des objets terrestres, les camions grondants, les fiacres tintinnabulants, les petits cabriolets noirs ramenaient sa pensée vers le monde dans lequel elle vivait. Quelque part, là-haut, au DESS, des pignons, où les fumées s'élevaient en collines pointues, ses enfants la réclamaient, puis en restant dans le livre 6h55 1% commun. Nelson en déroute, les mouettes avaient modifié ses caractéristiques. Ridley, si nous prenions une voiture, Ridley Mrs. Ambrose dut élever la voix, car cette fois il était très loin d'elle. Le cab avançant ou trop régulier ne tarda pas à les faire sortir du West End pour les plonger dans un Londres qui leur apparut tel un grand centre manufacturier où les gens seraient occupés à fabriquer les objets.
tandis que le West End avec ses lumières électriques, ses vitrines brillant d'un lustre doré, ses maisons d'infini scrupuleux, ses figurines animées courant sur les trottoirs ou projetées sur des roues le long du pavé, représenterait le travail mis au point. Spontanément, une image surgit dans son esprit, celle d'un menu glandor terminant un ample manteau noir. Observant qu'il ne rencontrait pas d'autres fiacres, mais seulement des camions ou des tombereaux et que, sur 1000 personnes qu'elle voyait, pas une seule n'était un monsieur ou une dame, Mrs. Ambrose comprit que la pauvreté, en somme, est chose courante et que Londres est une ville d'innombrables indigents. Cette découverte l'émut. Elle se voyait traçant tous les jours de sa vie un cercle au art de Piccadilly Circus. Aussi fut-elle grandement soulagée quand ils passèrent devant un temps restant dans le livre. 6h53 minutes 1% immeuble réservé par le Conseil du comté de Londres aux écoles du soir. Dieu, que c'est sinistre, grogna monsieur Ambrose. Je plains ces malheureux. Le chagrin de quitter ses enfants, la misère, la pluie, tout cela rendait son cerveau semblable à une plaie qu'on fait sécher au grand air. À ce moment, le cap du Sarre neuf au risque d'être écrasé comme une coquille de surf. Le quai, d'un genre assez large pour des boulets de canon et des escadrons entiers, n'était plus maintenant qu'un passage mal pavé, plein de relents de bière et de pétrole, embouteillé par des fourgons tandis que son mari déchiffrait des affiches collées au mur de briques et annonçant les départs des bateaux pour l'Écosse. Mrs. Ambrose s'efforçait en vain d'obtenir quelques renseignements. Ce monde, exclusivement occupé à gaver des fourgons avec des sacs, oblitérés à moitié, d'ailleurs, par un fin brouillard jaune, ne leur prêta ni secours ni attention. Par miracle, un vieil homme s'approcha et, devinant la situation, s'offrit à les transporter jusqu'à leur bateau dans une petite barque qu'il gardait amarrée au bas de quelques marches. Non sans hésitation, ils s'en remirent à lui et prirent place dans le canot. Bientôt, ils dansaient sur les vagues, tandis que long étroit, de chaque côté, se réduisait à 2 rangées de maisons, carrées ou oblongues, disposées en série comme dans une avenue qu'un enfant fait avec ses cubes. Temps restant dans le livre 6h53 minutes 1% le fleuve, mêlé d'une certaine quantité de vagues lumière jaune, coulait avec force, de volumineuses péniches descendaient le courant, escortés par d'agiles remorqueurs. Les béatos de la police filaient laissant tout derrière eux. Le vent suivait le fil de l'eau. Le canot qui les emmenait, avec des bonds et des courbettes, avançait perpendiculairement à la direction générale. Au milieu du courant, le vieil homme immobilisa ses mains sur les ramets, tandis que l'eau les dépassait dans sa suite. Il leur confia que, jadis, il avait affaire à de nombreux passagers, mais qu'aujourd'hui ils se enlisaient rares. On aurait cru qu'il parlait d'une époque où sa barque, eux, amarrés parmi des rosseaux, avait coutume de transporter de 7 pieds délicats vers les pelouses de Rothérite. Il leur faut des ponts à présent, disait-il, désignant le monstrueux profil du Tower Bridge. Accablée de tristesse, elle en considérait celui qui mettait toute cette eau entre elle et ses enfants. Accablée de tristesse, elle regardait le navire dont ils approchaient, à l'ancre au milieu du fleuve. On arrivait maintenant à déchiffrer son nom, Euphrosyne. Vaguement, dans le crépuscule, on distinguait les agrès, les mâts et le pavillon foncé que la brise déployait tout droit à l'arrière, tandis que son canot accostait le vapeur, et que le vieil homme rentrait ses avirons. Il expliqua avec un nouveau geste vers les hauteurs, que dans le monde entier les bateaux arboraient un pavillon semblé le jour où ils se préparaient à partir. Pour les 2 voyageurs, ce pavillon bleu prenait l'air temps restant dans le livre. 6h52 minutes. Virgule dans le crépuscule, on distinguait les agrès, les mâts et le pavillon foncé que la brise déployait tout droit à l'arrière, tandis que son canot accostait le vapeur, et que le vieil homme rentrait ses avirons. Il expliqua avec un nouveau geste vers les hauteurs, que dans le monde entier les bateaux arboraient un pavillon semblé le jour où ils se préparaient à partir. Pour les 2 voyageurs, ce pavillon bleu prenait l'air temps restant dans le livre. 6h52 minutes d'un présage sinistre et l'instant était de ceux où l'on a des pressentiments. Ils se levèrent cependant, rassemblèrent leurs effets et montèrent sur le pont. En bas, dans la salle à manger du bateau de son père, Miss Rachel Vinras, âgée de 24 ans, attendait avec nervosité son oncle et sa tante.
D'abord, malgré leur proche parenté, elle ne gardait d'eux qu'un très vague souvenir. Ensuite, c'étaient des personnes d'âge mûr et enfin, en tant que fille de son père, elle devait en quelque sorte faire face à l'obligation de s'occuper d'eux. Elle se préparait à celle comme les gens civilisés se préparent, en général, à la première rencontre avec d'autres gens civilisés, c'est-à-dire comme à quelque chose d'analogue à un inconvénient d'ordre physique, un soulier trop étroit ou une fenêtre à courant d'air. Elle n'avait déjà que trop bandé sa volonté en vue de cette réception. Occupée à disposer en ordre parfait les fourchettes auprès des couteaux, elle entendit une voix d'homme qui disait sur un ton lugubre, par une nuit noire, on risquerait de piquer une tête dans cet escalier. Une voix de femme compléta, et de se tuer sur ces derniers mots. La Faneuil parut dans le cadre de la porte. Avec sa taille lancée et ses grands yeux, drapés d'écharpes violettes, Mrs. Ambrose était romantique et belle, tant restant dans le livre. 6h52 minutes 2%, 1.1, 4 points, point 4, 1,4, moins point 7, point, virgule I, RT, R, virgule sinon rayonnante de sympathie, ses yeux avaient un regard direct qui scrutait ce qu'il rencontrait. Il y avait dans son visage beaucoup plus de chaleur que dans un visage grec, et d'autre part beaucoup plus de hardiesse que dans celui d'une jolie Anglaise du type courant. « Oh, Rachel, dit-elle en serrant la main de la jeune fille, comment vas-tu? Bonjour, chérie, dit monsieur Ambrose, présentant son front pour y recevoir un baiser. Sa nièce apprécia d'instinct cette maigre silhouette anguleuse, la grande tête très largement dessinée, les yeux pénétrants et pleins d'innocence. Prévenez monsieur Pépère, dit Rachel à la servante. Le mari et la femme s'assirent du même côté de la table, faisant vis-à-vis à leur nièce. Mon père m'a prié de commencer, expliquait celle-ci, il est très occupé avec ses hommes. Vous connaissez monsieur Pépère, un petit homme, tout penché de côté comme certains arbres sous la bourrasque, venait de se glisser dans la pièce. Il salua monsieur Ambrose de la tête et serra la main de Hélène. Courant d'air, fit-il, en relevant le col de sa veste. Temps restant dans le livre 6h51 minutes 2%. Vous avez connu Jean Quinson, n'est-ce pas? Ambrose demande à monsieur Pépère par-dessus la table. Jean Quinson de Petit-Rose, hein? Il est mort, dit Pépère. Oh mon Dieu, oui, je l'ai connu, il y a une éternité de cela. C'était lui, le héros de cet accident de péniche, vous vous souvenez? Drôle de pistolet. Il a épousé une jeune marchande de tabac et s'est retiré dans les fangs. J'ignore ce qu'il a pu devenir. Boisson, drogue, répondit monsieur Pépère avec une sinistre concision. Il a laissé des commentaires quelconques. Un affreux galimatia, à ce qu'on m'a dit. C'était, certes, un homme remarquablement doué. Son introduction à G. la Bigarde de toute sa valeur, et c'est étonnant, ces ouvrages-là vieillissent si vite. Il avait une théorie relative aux planètes, n'est-ce pas? Demanda Ridley. Une fêlure quelque part, vraisemblablement, dit monsieur Pépère en hochant la tête. Temps restant dans le livre 6h50 minutes 2%. Tout à coup, la table se mit à vibrer. Une lumière, au dehors, s'éclipsa. Au même instant, on entendit une sonnerie électrique qui se renouvela à plusieurs reprises. Nous voilà partis, dit Ridley. Une ondulation perceptible quoique légère semblait se dérouler au premier sous leurs pieds. Elle s'arricatra, une autre, plus prononcée, lui succéda. Des lumières passaient en glissant sur la fenêtre dépourvue de rideaux. Le bateau exhala un gémissement prolongé, mélancolique. Nous voilà partis, fit monsieur Pépère. D'autres bateaux, aussi tristes que le leur, faisaient écho sur le fleuve. On entendait distinctement le glouglouter et siffler. Le bateau se soulevait au point que le steward qui apportait les assiettes se balança pour garder l'équilibre, tandis qu'il écartait la portière. Et Jean Quinson, de K2, vous êtes toujours en rapport avec lui? Demanda Ambrose. Tant que faire se peut, répondit monsieur Pépère, nous nous réunissons une fois par an. Cette année, il a eu le malheur de perdre sa femme. De ce fait, naturellement, notre rencontre a été pénible, très pénible, acquiesça Ridley. Temps restant dans le livre 6h49 minutes. D'après mes calculs, sa production est de 2 volumes et demi par an, ce qui, compte tenu du temps qu'il a passé au berceau ou ailleurs, représente un effort méritoire. Oui, les prophéties du vieux maître à son sujet se sont assez bien réalisées. C'est un de leurs trucs, ou connaissez la collection de Bruce, impubliable, bien entendu je le crois volontiers,
dit Ridley d'un air significatif pour un ecclésiastique. Il était, curieusement libre la pompe dans Neuwitz-Roh, par exemple précisément l'une et l'autre des deux femmes ayant, selon l'usage de leur sexe, bien appris à stimuler les propos masculins et à ne pas y prêter l'oreille, étaient libres de méditer sans se trahir, qui sur l'éducation des enfants, qui sur l'emploi des sirènes dans un opéra. Elle en observait seulement que pour une maîtresse de maison, Rachel manquait un peu d'entrain et qu'elle aurait bien pu occuper ses mains à quelque ouvrage. Sinon, finit-elle par suggérer, sur quoi toutes deux se levèrent et sortirent. Non, ça a étonné quelque peu les messieurs qui jusque-là les avaient crues attentives, à moins qu'il t'en restant dans eux ivres. 6h48 minutes 3% n'eussent oublié leur présence, entendit Ridley qui disait, regagnant son fauteuil. Ah, il y aurait des histoires bien curieuses à évoquer dans tout ce passé quand elles se retournèrent sur le pas de la porte. Monsieur Pepper leur parut avoir brusquement de trois serré ses vêtements et prit l'aspect d'un vieux singe débordant de vivacité et de malice. La tête enveloppée de voile, elles sortirent sur le pont. Le bateau descendait tranquillement au fil de l'eau, côtoyant les formes noires des navires à l'ancre. Londres n'était plus qu'un essaim de lumière sur lesquels descendait un vélum jaune pâle. Il y avait les lumières des grands théâtres, les lumières des longues rues, les lumières bordant les vastes zones de confort domestique, les lumières suspendues très haut dans le ciel. Rien d'obscur ne viendrait abolir ces lumières, comme rien ne les avait abolies au cours des siècles. C'était effrayant de penser que cette ville perpétuerait ses feux toujours à la même place, effrayant du moins pour ceux qui, voguant vers l'aventure, la contemplaient comme un monde fermé, qui éternellement brûle, éternellement se cicatrise. Du pont du bateau, la ville apparaissait tapie dans sa lâcheté en installée dans son avarice. On se croirait sur un palier plutôt que dans une pièce. Cela n'avait rien, en effet, de l'aspect stable et bien clos d'une chambre sur terre ferme. Une table était enracinée au centre avec des sièges plantés de chaque côté. Par bonheur, les soleils tropicaux avaient décoloré les tentures dont le ton n'était plus qu'un terne bleu-vert. Le miroir, dans son cadre de coquillage, amoureusement fabriqué par le steward quand le temps stannait lourd sur les mers du Sud, était plus bizarre que des coquillages contournés en cornes de licorne, bordés d'une lèvre rouge, ornaient la cheminée drapée de peluche pourpre d'où pendaient un certain nombre de pompons. Deux fenêtres donnaient sur le pont, la lumière faisant irruption dans cette pièce pendant que le bateau se laissait griller sur l'Amazone, avait réduit les couleurs des estampes sur la cloison d'en face à un jaune très pâle, de sorte que le Colisée se distinguait à peine de la reine Alexandra jouant avec ses épagnols. Près de la cheminée, deux fauteuils en osier vous invitaient à vous chauffer les mains devant une grille remplie de copeaux dorés. Une grande lampe pendait au-dessus de la table, une de ces lampes qui, par-delà les campagnes nocturnes, apparaissent aux voyageurs comme des fers de la civilisation. C'est curieux que les gens soient toujours de vieux amis de Monsieur Pepper, commença Rachel avec une certaine nervosité, car son rôle était difficile, la pièce froide et élan étrangement silencieuse, tant restant dans le livre. 6h46 minutes 3%. Qu'est-ce que cela peut te faire? Voilà à quoi il ressemble, dit Rachel, saisissant un poisson fossile dans une coupée, le présentant à sa tante. Tu es trop sévère, je pense, pour se défendre. Rachel voulut aussitôt justifier ce qu'elle venait d'avancer. Je ne le connais pas, au fond, dit-elle, se retranchant derrière les faits, persuadée que les personnes mûres les préfèrent aux sentiments. Elle énuméra tout ce qu'elle savait de William Pepper. Il venait toujours les voir le dimanche quand ils étaient chez eux. Il avait des connaissances en toutes sortes de choses, mathématiques, histoire, grec, zoologie, économie politique, saga d'Islande. Il transposait les poèmes persans en prose anglaise et la prose anglaise en iambe grec. Il était expert en numismatique et aussi, ah oui, en circulation routière, croyait Rachel. S'il avait entrepris ce voyage, c'était soit pour pêcher des choses sous-marines, soit pour écrire sur l'itinéraire probable d'Ulysse, car en fin de compte sa marotte, c'était le grec. Je possède toutes ces brochures, disait Rachel. De petites brochures, de petits livres jaunes. Elle ne donnait pas l'impression de les avoir lus. Tant restant dans le livre. 6h45 minutes 3%. A-t-il eu un amour dans sa vie, demanda Hélène qui venait de se choisir un siège. La question parut tomber avec un apropos inattendu. Son cœur est comme un morceau de vieux cuir à chaussures, déclara Rachel, rejetant le poisson. Mais devant l'insistance de Hélène, il lui fallut avouer qu'elle n'avait jamais interrogé Monsieur Pepper là-dessus. Je l'interrogerai,
Moi, déclara Elan. Puis elle changea de sujet. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais en train d'acheter un piano. Tu te rappelles le piano, la pièce mansardée, les grandes plantes à piquant, oui, et mes tantes qui prétendaient que le piano allait passer à travers le plancher. Pourtant, à leur âge, cela ne doit rien vous faire. D'être tué la nuit, j'ai eu des nouvelles de tante Bessie dernièrement, dit Elan. Elle craint que tu ne t'abîmes les bras si tu t'obstines à faire tant d'exercices. Les muscles de l'avant-bras, et cela vous empêche de vous marier, ce n'est pas tout à fait un qu'elle s'est exprimée, répliqua Mrs. Ambrose, tant restant dans le livre. 6h45 minutes 3% ou non, bien sûr, il n'y a pas de danger, dit Rachel avec un soupir. Elle en la regarda. Son visage dénotait plus de faiblesse que de résolution. Il échappait à l'insipidité, grâce à de grands yeux interrogateurs, mais, à ce moment, dans un espace clos, le manque de couleur et de contour défini le privait de beauté. De plus, la parole hésitante de Rachel, ou plutôt une tendance à mal choisir ses mots, la faisait paraître moins mûre encore qu'il n'est normal à son âge. Mrs. Annie Brose, qui jusque-là s'était contentée d'une conversation à bâton rompu, réfléchissait maintenant que la perspective d'une intimité de 3 ou 4 semaines à bord d'un bateau ne présentait vraiment rien d'attrayant. Les femmes de son âge l'ennuyaient en général, avec une jeune fille, pensait-elle, cela devait être pire. De nouveau, elle regarda Rachel. Mais oui, il était manifeste qu'elle allait se montrer flottante, émotive, que tout ce qu'on pourrait lui dire ne laisserait pas plus de traces qu'un coup de bâton dans l'eau. Il n'y avait, chez les jeunes filles, rien qui offrait une prise, rien de solide, de permanent, de satisfaisant. Willoughby avait-il parlé de 3 semaines ou de 4? Elle essayait de se le rappeler. Mais à ce moment, la porte s'ouvrit devant un homme grand et fort qui s'avança vers Elan et lui serra la main avec une cordialité et une émotion particulière. Willoughby en Pearson, le père de Rachel, le béam frère de Elan. Il aurait fallu une quantité considérable de air pour prêter de l'embonpoint à une aussi forte charpente. Aussi Willoughby n'était-il tant restant dans le livre. 6h44 minutes 3%, pauvre petit, est-ce chèvre sans ses chèvres? Il n'y aurait pas de musique? Mon enfant, la musique dépend des chèvres, trancha le père. Monsieur Pepper se lança dans la description des monstres blancs, nus, aveugles, qui se tiennent lovés sur les arêtes de sable au fond de la mer, et qui exploseraient si on les ramenait à la surface, faute de pression suffisante. Leurs flancs éclateraient, dispersant au vent leurs entrailles. Il multipliait les détails et faisait un tel étalage d'érudition que Ridley finit par en avoir assez et le pria de se taire. De tout cela, elle en tirait des conclusions à part soi, plutôt décourageantes. Pepper était un raseur, Rachel une fille mal dégrossie, prête sans nul doute à d'interminables confidences dont la première serait « Tu comprends, je ne m'entends pas bien avec mon père » Willoughby s'appliquait à aimer son pays et à bâtir son empire, et parmi ces gens-là, elle périrait d'ennui. Cependant, en femme d'action qu'elle était, elle se leva et déclara qu'en ce qui la concernait, elle allait se coucher. À la porte, elle se retourna machinalement vers Rachel, étant du même sexe, n'allait-elle pas se retirer ensemble? Rachel se leva, considéra Elan d'un air vague et dit avec son léger bégaiement, « Je m'en vais » triompher dans le vent. Les pires soupçons de Mrs. Ambrose se trouvaient confirmés. Elle s'engagea dans le couloir, projetée d'un côté à l'autre, repoussant les cloisons tantôt du bras droit, tantôt du bras tant restant dans le livre 6h41 minutes 4% gauche, et à chaque embardée elle s'exclamait avec conviction, zut tant restant dans le livre. 6h40 minutes 4%, il si mauvaise que put être la nuit avec son roulis, ses odeurs salées, si mauvaise qu'elle eût été positivement dans le cas de Monsieur Pepper qui n'avait pas assez de couverture. Le déjeuner du matin revêtit une certaine beauté. Le voyage commençait, et commençait sous d'heureux auspices, entre un tendre ciel bleu et une mer calme. Le sentiment, le posséder des ressources non entamées encore des choses inexprimées qui attendaient d'être dites rendaient significatif cette heure de sorte que, dans les années à venir la traversée tout entière serait représentée peut être par cette scène seule, à laquelle je mêlais, on ne savait pourquoi, le hurlement des sirènes sur le fleuve, la nuit précédente. Les pommes, le pain et les œufs prêtaient à la table un aspect de gaieté. En passant le beurre à Willoughby, elle en arrêta sur lui son regard et pensa
dire qu'elle vous a épousé et qu'elle a été heureuse. Probablement elle suivit le chemin familier de sa pensée qui conduisait à toutes sortes de réflexions bien connues, en partant de cet étonnement de jadis. Pourquoi te ressater? Elle épousait Wiyugbi, évidemment, on voit tout, se disait-elle, ce qui signifiait, on voit qu'il est grand et fort, qu'il a une grosse voix en restant dans le livre 7h33 minutes 4% retentissante et un point, et une volonté opiniâtre. Mais, de là, elle glissa vers une minutieuse analyse se résumant par le mot sentimental qui, pour elle, voulait dire qu'il manquait de simplicité et de franchise dans l'expression de ses sentiments. Ainsi, il parlait rarement des disparus, mais observait leurs anniversaires avec une solennité toute spéciale. Elle le soupçonnait de cruauté sans nom à l'égard de sa fille, comme, d'ailleurs, elle l'avait toujours soupçonné de brutaliser sa femme. Tout naturellement, elle en arrivait à emparer son propre destin avec celui de son amie, car la femme de Wiyugbi avait sans doute été la seule amie de Elan, et cette comparaison avait souvent servi de thème à leur conversation. Ridley était un érudit et Wiyugbi un homme d'affaires. Ridley publiait son 3e volume de Pindar au moment où Wiyugbi lançait son premier bateau. Une nouvelle usine fut construite l'année même où les commentaires sur Aristote, était-ce bien Aristote, paraissaient aux presses universitaires. Quant à Rachel, elle la regarda, sans doute avec l'intention de terminer cet examen trop bien équilibré en décidant que Rachel Noé sahurait être comparée à ses enfants. Mais elle ne put que se dire, elle n'a vraiment pas l'air d'avoir plus de 6 ans. Ce jugement se rapportait au contour du visage de la jeune fille, lisse et sans accident, il ne la condamnait nullement par ailleurs, car, si Rachel parvenait un jour à penser, à sentir, à rire, à s'exprimer, au lieu de faire couler du lait une certaine hauteur comme pour voir quel genre de goutte cela allait former, elle pourrait devenir intéressante, sinon exactement jolie. Elle ressemblait à F. MPS restant dans le livre 7h32 minutes 5% sa mère comme une image dans l'eau, par un jour calme d'été, ressemble au visage éclatant qui se penche sur elle. Entre-temps, elle en elle-même faisait l'objet d'une investigation, mais non de la part d'une de ses victimes. Monsieur Pepper l'examinait, et ses méditations, se déroulant tandis qu'il découpait son toast en lamelles et beurrait proprement celle-ci, l'entraînait à travers une portion considérable de son autobiographie. Un de ses regards scrutateurs confirma qu'il avait raison de trouver Ellen belle. D'un geste plein de suavité, il lui passa la confiture. Elle était en train de dire des bêtises, mais ce n'était pas plus bête que les propos habituels qui s'échangent pendant le petit déjeuner. La circulation cérébrale, il l'avait appris à ses dépens, occasionne fréquemment des troubles à pareille heure. Il continuait à lui dire non, par principe, il ne cédait jamais à une femme en considération de son sexe. C'est à ce moment que, les yeux baissés sur son assiette, il se plongeait dans l'autobiographie. Il ne s'était pas marié pour la raison suffisante qu'il n'avait jamais rencontré de femme qui lui imposât le respect. Condamné à passer dans une garde Bombay les années où la jeunesse est encore impressionnable, il n'avait fréquenté que des femmes de couleur, des femmes de militaires ou de fonctionnaires, alors que son idéal, c'était une femme qui comprendrait le grec, sinon le persan, qui aurait le teint clair et n'attacherait pas d'importance aux menus objets qu'il laissait tomber en se déshabillant. Tout cela étant donné, il avait contracté des habitudes dont il n'était nullement prêt à rougir. Chaque jour, il passait quelques minutes à apprendre des choses en restant dans le livre 7h31 minutes 5 au romain, puis à l'Angleterre et au système rationnel qu'il ne tarda pas à déclarer mauvais. Pour dénoncer enfin les constructeurs actuels en général, et en particulier ceux des routes de Richmond Park où il avait coutume de faire un tour à bicyclette chaque matin avant son petit déjeuner. Il y mettait une telle frénésie que les cuillères en résonnaient presque contre les tasses à café, tandis que la mie d'au moins 4 petits pains s'accumulait en monticules près de son assiette. Des cailloux, résuma-t-il en déposant avec rage une nouvelle boulette de pain sur le tas. Il répare les routes d'Angleterre avec des cailloux. Je les avais prévenus, à la première chute de pluie, votre route deviendra un bourbier et que de fois n'ai-je pas eu raison. Mais croyez-vous qu'ils m'écoutent quand je leur parle, quand je leur signale les conséquences que cela entraîne pour le porte-monnaie du public, quand je leur conseille de lire Coryphée? Pas le moins du monde. Ils ont d'autres intérêts à défendre. Non, Mrs. Ambrose, vous ne essayeriez-vous faire une idée de la bêtise humaine tant que vous n'aurez pas siégé dans un conseil municipal? Et le petit homme la fixa de l'œil avec une féroce énergie. J'ai eu des domestiques, dit Mrs.
Ambrose, le regard concentré. En ce moment, j'ai une nurse, une brave femme, pas plus mal que les autres, mais qui s'est mise en tête de faire dire des prières à mes enfants. Jusqu'ici, grâce à mes soins, il se représentait Dieu comme une espèce de morse, mais à présent en restant dans le livre 7h30 5% que j'ai le dos tourné. Ridley, s'écria-t-elle, faisant pivoter son buste vers son mari, qu'allons-nous faire si en rentrant nous les trouvons en train de réciter l'oraison dominicale? Ridley émit le son qui se transcrit par TCH, mais Willoughby, qui manifestait par un léger balancement du corps le malaise qu'il éprouvait à écouter ses propos, observa non sans embarras, il me semble, Hélène, qu'un peu de religion ne fait de mal à personne. J'aimerais encore mieux que mes enfants soient menteurs, répliqua Hélène, tandis que Willoughby se disait que sa belle-sœur était décidément plus originale qu'il n'en avait le souvenir. Elle repoussa sa chaise et s'élança dans l'escalier. Une seconde après, on l'entendit crier « Oh regardez, nous sommes en pleine mer ». Ils la suivirent sur le pont. Les fumées, les maisons avaient disparu, le bateau avançait sur une vaste étendue neuve et claire, quoique pâle encore sous la lumière du matin. Une ligne d'ombre très mince s'effilait à l'horizon, pas assez solide, semblait-il, pour supporter le poids de Paris qui pourtant reposait sur elle. Ils étaient libérés des routes, libérés de l'humanité, et la même sensation exaltante les pénétrait tout. Tranquillement, le bateau se frayait un passage P, RMIS vague menu qui venait le claquer, puis se mettait à mousser comme une note restant dans le livre 7h29 5% Inimo. Un 11e Monsieur Pépère qui n'a pas son pareil dans toute l'Europe en matière de verbes séparables, il partit en riant. Rachel riait aussi, comme elle le faisait toujours, du reste, non parce que le mot était drôle, mais par admiration pour son père. Juste au moment où elle se retournait avec la vague intention de chercher quelque chose à faire, elle se vit barrer le chemin par une femme si large et si épaisse qu'aucun chemin ne pouvait manquer d'en être barré. À ses mouvements pleins de retenue et de discrétion comme à la sobriété de sa robe noire, il était visible qu'elle appartenait à un ordre mineur. Elle se carra néanmoins dans une attitude de roc et s'assura du regard qu'aucun de ses supérieurs ne se trouvait à proximité, avant d'exposer ce qui l'amenait et qui, ayant trait à l'état des draps de lit, était d'une importance primordiale. Comment nous pourrons tenir jusqu'au bout du voyage, Miss Rachel, c'est ce que je me demande, commença-t-elle en hochant la tête. Il y a juste assez de draps pour tout le monde et monsieur en a un tellement mûr qu'on y passerait les doigts. Et les couvre-pieds, vous avez vu les couvre-pieds, je me disais à moi-même, des pauvres n'oseraient pas laisser voir cela. Celui que j'ai mis à monsieur Pépère, un chien n'en voudrait même pas. Non, Miss Rachel, on ne peut pas les réparer, ils seraient tout juste bons pour couvrir les meules 0, moins 1 heure et beau si user les temps restants dans le livre 7h27 6 demandait jamais que ce que chacun pouvait faire de son mieux, pas davantage. Rien de plus simple au monde que d'offrir une autre cabine, le problème des draps s'en trouverait simultanément et miraculeusement résolu, car après tous les tâches et les échelles n'étaient pas des mots incurables, mais, mensonge, mensonge, mensonge cria la maîtresse indignée, remontant précipitamment vers le pont. À quoi sert de me raconter des mensonges dans sa fureur de voir une femme de 50 ans se conduire comme une enfant et s'abaisser devant une jeune fille pour obtenir une installation à laquelle elle n'avait pas droit. Rachel ne réfléchit point à ce que le cas avait de particulier. Elle déballa sa musique et la vieille femme avec ses draps fut bientôt oubliée. Mrs. Shelley pliait ses draps, mais son expiation témoignait de ses esprits abattus. Le monde ne se souciait plus d'elle, on n'était pas chez soi sur un bateau. La veille, quand on avait allumé les lumières, pendant que les matelots piétinaient à grand bruit au-dessus de sa tête, elle avait pleuré, ce soir elle pleurerait encore, et demain aussi. Elle ne se sentait pas chez soi. En attendant, elle alla disposer ses bibelots dans la cabine qu'elle s'était fait attribuer sans difficile accent aigu. Curieux objet à emporter dans une traversée, chien de faïence, service à thé en miniature, tasse pompeusement marquée aux armes de la ville de temps restant dans le livre. 7h26 6% Bristol, boîte à épingles incrustée de feuilles de trèfle, tête d'antilope en plâtre peint, avec cela une quantité de photographies minuscules, représentant de braves ouvriers en costume du dimanche et des femmes avec des bébés blancs dans les bras. Il restait un portrait dans un cadre doré, pour lequel il fallait un clou. Avant d'en chercher un, Mrs. Shelley mit ses lunettes et lut ce qui était écrit au dos, sur un
Arrêt de papier. Ce portrait de sa maîtresse est offert à Emma Shelley par Oyug Bivalras. En remerciement de 30 ans de service dévoué, des larmes brouillèrent les mots et la tête du clou. Tant que je pourrai être utile à votre famille, disait-il tout en donnant des coups de marteau, quand l'appel d'une voix mélodieuse retentit dans le couloir. Mrs. Shelley, Mrs. Shelley. Shelley rajusta vivement sa robe, composa son visage et ouvrit la porte. Je ne sais plus où donner de la tête, dit Mrs. Ambrose, hors d'haleine et les joues en feu. Vous connaissez les messieurs. Les chaises sont trop hautes, les tables trop basses, il y a 6 centimètres de jour entre la porte et le sol. Ce que je voudrais, c'est un marteau, un vieil édredon, et puis auriez-vous par hasard une table de cuisine, enfin, à nous deux, nous, temps restant dans le livre. 7h25 minutes 6%. Bristol, boîte à épingles incrustée de feuilles de trèfle, tête d'antilope en plâtre peint, avec cela une quantité de photographies minuscules. Revenant de leur partie de campagne, flânaient au coucher du soleil, c'est la plus belle journée qu'on ait jamais vue ce soir, murmuraient les jeunes gens, oh c'est toi, répliquaient les jeunes filles, ne fût-ce qu'à 50 centimètres de chez eux. On sortait au grand air tous les vieux et de nos, arbres malades. Bristol, boîte à épingles incrustée de feuilles de trèfle, tête d'antilope en plein à votre famille, disait-il tout en donnant des coups de marteau, quand l'appel d'une voix mélodieuse retentit dans le couloir. Mrs. Shelley. Et la faute des livres, soupira Ellen qui soulevait, entre le sol et l'étagère, une pile de volumes rébarbatifs, du grec depuis le matin jusqu'au soir. Si jamais Miss Rachel se marie, priez Dieu pour qu'elle épouse un illettré, une fois que chacun eut tant bien que mal pris son parti des incommodités et des rigueurs qui au début d'une traversée vous rendent en général maussade et nerveux. Les jours se succédèrent fort agréablement. Le RR d'octobre, déjà très avancé, continuait à répandre une chaleur régulière en comparaison de laquelle les premiers mois de l'éré paraissent juvéniles et capricieux. De grands espaces de terre s'étalaient maintenant sous le soleil d'automne, toute l'Angleterre, depuis les lentes pelées jusqu'aux roches de Cornouailles, illuminées de l'aube au crépuscule, se montrait par touches de jaune, de vert, de violet. Cet éclat. C'est la faute des livres, soupira Ellen qui soulevait, entre le sol et l'étagère, une pile de volumes rébarbatifs, du grec depuis le matin jusqu'au soir. Si jamais Miss Rachel se marie, priez Dieu pour qu'elle épouse un illettré, une fois que chacun eut tant bien que mal pris son parti des incommodités et des rigueurs qui au début d'une traversée vous rendent en général maussade et nerveux. Les jours se succédèrent fort agréablement. Le RR d'octobre, déjà très avancé, continuait à répandre une chaleur régulière en comparaison de laquelle les premiers mois de l'éré paraissent juvéniles et capricieux. De grands espaces de terre s'étalaient maintenant sous le soleil d'automne, toute l'Angleterre, depuis les lentes pelées jusqu'aux roches de Cornouailles, illuminées de l'aube au crépuscule, se montrait par touches de jaune, de vert, de violet. Cet éclairage prêtait un éclat même aux toits des grandes villes. Dans des milliers de jardinets, des fleurs rouges sombres fleurissaient par millions jusqu'au moment où les vieilles dames qui les avaient si tendrement soignées assez sécrées avec leurs ciseaux, tranchaient dans le vif de leurs tiges juteuses et les déposaient sur des rebords de pierre froide dans l'église du village. Des bandes innombrables, revenant de leur partie de campagne, clamaient au coucher du soleil. C'est la plus belle journée qu'on ait jamais vue, c'est toi, murmuraient les jeunes gens. Oh c'est toi, répliquaient les jeunes filles, ne fût-ce qu'à 50 centimètres de chez eux. On sortait au grand air tous les vieux et de nos, arbres malades qui se livraient à des pronostics optimistes sur l'avenir du monde. Quant au temps restant dans le livre, 7h24 minutes 6% confidences et aux déclarations d'amour surprises non seulement dans les champs de blé, mais aussi sous les lampes, dans les intérieurs aux fenêtres ouvertes sur le jardin où des hommes à cigares embrassaient des femmes à cheveux gris. Il était impossible d'en retenir le compte. Les uns prenaient le ciel pour emblème de l'existence à venir.
Des oiseaux au long queue caquetaient, lançaient des cris stridents, s'envolaient de bosquet en bosquet, avec leur plurlage que parsemait des yeux d'or. Mais pendant que tout cela se hurlait sur la terre ferme, bien peu de gens se préoccupaient de la mer. On constatait que la mer était calme et qu'il n'y avait pas lieu pour les couples de murmurer avant de s'embrasser, comme souvent lorsqu'une plante grimpante vient taper à la fenêtre d'une chambre à coucher. Songe au bateau par un temps pareil ou bien, Dieu merci, je ne suis pas gardien de phare pour eux. Une fois disparus à l'horizon, les bateaux se dissolvaient comme neige dans l'eau. Les adultes d'ailleurs ne s'en faisaient pas une idée beaucoup plus précise que celle des petits bonshommes en caleçon de bain, qui trottinaient dans l'écume tout le long des côtes d'Angleterre et remplissaient leurs seaux à la pelle. Ils voyaient passer à l'horizon des voiles blanches ou des panaches de fumée. Si on leur avait dit que c'était là des jets d'eau ou les pétales blancs d'une fleur marine, ils l'auraient cru. De leur côté, les passagers de bateaux se faisaient une idée tout aussi bizarre de l'Angleterre. Celle-ci leur apparaissait non en restant dans le livre 7h23 6% seulement comme une île, et même une très petite île, mais encore comme une île qui se rétrécit à vue d'œil et se resserre sur ses habitants. On se représentait ces gens se mettant à grouiller comme des fourmis affolées, puis à se bousculer au risque de se jeter réciproquement dans l'eau. Puis, à mesure que le bateau s'éloignait, on les imaginait poussant de vaines clameurs qui, faute d'être entendues, cessaient, notamment ou bien se confondaient en un vacarme général. Finalement, la côte n'étant plus visible, il devenait manifeste que la population de l'Angleterre était absolument muette. Le même mal s'attaquait à d'autres parties du monde, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique se rétrécissait l'une après l'autre. Si bien qu'on pouvait se demander si le Béate rencontrerait jamais à nouveau dans ses voyages un de ces petits rocs ratatinés. Mais entre-temps, une immense dignité avait revêtu Elan. Elle était un des habitants du vaste monde, lequel compte si peu d'habitants ayant la chance de parcourir tout le long de la journée un univers vide, avec, devant eux et derrière eux, des rideaux tirés. Elle était plus solitaire qu'une caravane en plein désert, infiniment plus mystérieuse, se mouvant par son propre pouvoir, se nourrissant de ses propres ressources. La mer pouvait lui apporter la mort, ou bien une joie sans pareille, et personne ne le saurait. Elle était l'épouse qui s'avance vers l'époux, la vierge qu'aucun homme n'a connue, par sa vigueur et sa pureté. Elle était comparable à toi et les choses belles car, tel un bateau, elle avait sa vie propre. Temps restant dans ton livre. 7h22 7% c'est un violon, était hypé notamment pas plus de sa tante que celle-ci ne s'occupait d'elle. À ce moment-là, Rachel était assise chez elle et ne faisait absolument rien. Quand le bateau était plein de passagers, cet appartement s'affublait de quelques noms prestigieux et devenait le rendez-vous des vieilles dames qui, souffrant du mal de mer, abandonnaient le pont aux plus jeunes. En vertu du piano et des livres entassés par terre, Rachel considérait la pièce comme sienne, et c'est là qu'elle passait des heures, jouant des morceaux particulièrement difficiles. Lisa était un peu en allemand ou en anglais, selon son caprice, ou ne fait, notamment, comme au moment dont nous parlons, absolument rien. Cela était dû en partie à la façon dont elle avait été élevée et aussi à une indolence toute naturelle. Son éducation, en effet, était celle que recevaient la plupart des jeunes filles aisées dans la seconde moitié du XIXe siècle. D'aimables savants et de charmantes vieilles dames lui avaient enseigné les rudiments d'une dizaine de connaissances diverses, mais quant à l'obliger à remarquer jusqu'au bout une seule tâche déterminée, l'idée ne leur en serait pas venue, pas plus que de lui faire observer qu'elle avait les mains sales. 1 heure ou 2 par semaine s'écoulait agréablement, grâce d'abord à la présence d'autres élèves, puis au fait que la fenêtre donnait sur l'arrière d'un magasin où, en hiver, on voyait des silhouettes, lacées contre les vitres rouges, et aussi aux incidents qui se produisent fatalement dès que plus de 2 personnes se trouvent dans la même pièce. Mais en restant dans le livre, 7h21 7% n'existait pas de sujet salaud. Elle possède si des notions précises sa mentalité l'est au même stade créé celle d'un homme intelligent sous le règne d'Élisabeth. Elle croyait pratiquement tout ce qu'on lui racontait. Elle inventait des raisons à tout ce qu'elle disait elle-même. La forme de la terre, l'histoire du monde, comment marchent les trains, comment on investit l'argent, quelles sont les lois en rigueur, ce que réclament les diverses catégories de gens. La plus élémentaire conception d'un système dans la vie moderne. Aucun de ses professeurs, homme ou femme, ne lui avait rien appris de tout cela.
C'était le code d'instruction présentait cependant un sérieux avantage, elle n'enseignait rien, mais elle n'opposait aucun obstacle au talent naturel que pouvaient posséder les élèves. Étant née musicienne, Rachel avait toute licence de ne rien étudier à part la musique. Elle s'y adonna jusqu'au fanatisme. Ces énergies qui auraient pu s'orienter vers les langues, les lettres, les sciences, qui lui auraient acquis des amitiés ou lui auraient dévoilé le monde, se déversaient directement dans la musique. Ne trouvant pas de professeur à son goût, elle travailla, en fait, toute seule. À 24 ans, elle avait une culture musicale qui, d'habitude, ne s'atteint pas avant la trentaine. Comme exécutante, elle donnait toute la mesure de ses dons naturels, or, il se confirmait de jour en jour davantage que ceux-ci lui avaient été généreusement dispensés. Que cette unique faculté définie s'entourera de rêves ou d'idées de l'espèce la plus extravagante et la plus absurde, personne ne s'était douté, tant restant dans le livre. 8h48 706 Son instinct était banal, young, digon existence ne se distinguera, lu commun. Enfant unique, elle n'avait jamais subi les ailes, OMI, et les taquineries de frères ni de sœurs. Sa mère étant morte quand elle avait 11 ans, ses deux tantes paternelles s'étaient chargées de l'élever. Recherchant le bon air, elles habitaient une confortable maison à Richmond. Bien entendu, les plus grands soins furent apportés à son éducation, c'est-à-dire à sa santé quand il était petite. Puis, quand il eut grandi, à quelque chose qu'on définirait mal en disant « sa moralité ». Jusqu'au tout dernier temps elle avait complètement ignoré que de telles questions se posassent pour une femme. Elle s'achlicha à les connaître en feuilletant de vieux livres et les y trouva sous forme de tronçons sans attrait. Mais elle ne tenait pas aux livres et n'eut pas à se préoccuper de la censure exercée par ses tantes d'abord, par son père plus tard. Elle aurait pu être instruite par des amis, mais elle en voyait peu de son âge, Richmond étant difficile d'accès, et la seule jeune fille qu'elle fréquenta était d'une dévotion telle que dans les moments les plus intimes. Elle parlait de Dieu ou de la meilleure manière de porter sa croix, sujet d'un intérêt purement fortuit pour un esprit qui travaillait sur d'autres plans et à d'autres moments. Cependant, vautré dans son fauteuil, une main derrière la tête et l'autre serrant le bout de la côtoire, il était manifeste qu'elle suivait avec intensité le séjour de ses pensées. Son éducation lui laissait beaucoup de loisirs pour penser. Son regard était si solidement fixé sur une boule de la rambarde qu'un objet en restant dans le livre. 8h47 n'en lui caché celle-ci un lot eût jeté dans l'étonnement et l'inquiétude. Saisi ne dit-il Iouave, imi débuté par un bruyant éclat de rire, provoqué par cette éracluction d'un Tristan, en un recul trépidant il semble cacher sa honte en apportant au roi son parent, la fiancée à demi morte. Ce que je dis, manque-t-il de sens ? Oui, s'était-il écrié en rejetant le livre. Ensuite elle avait ramassé à ses pieds les lettres de Copé, classique préconisé par son père et qu'elle trouvait ennuyeux. Une phrase évoquant par hasard l'odeur des genêts dans un jardin lui rappela le jour de l'enterrement de sa mère à Richmond, le petit vestibule encombré de fleurs trop odorantes. Depuis lors, le moindre parfum de fleurs devait lui faire éprouver à nouveau cette horrible sensation d'excrement. Ainsi passait-elle d'une scène à une autre, moitié regardant, moitié écoutant. Elle voyait tante Lucie arranger les fleurs au salon. Tante Lucie, déclarait-elle, je n'aime pas l'odeur des genêts, cela me fait penser à des enterrements, c'est absurde. Rachel, répliquait tante Lucie, ne dis pas de ces sottises, ma chérie. J'ai trouvé cette plante particulièrement gaie à voir tant restant dans le livre. 8h46 étendue au soleil à Chivili, qu'on unirait sa pensée sur le caractère de ses tantes, US opinion, ici leur manière de vivre. C'était là d'ailleurs un sujet qui avait persisté pendant des centaines de ses promenades matinales dans Richmond Park, lui cachant la vue des arbres, des passants et des daims. Ce qu'elle faisait, pourquoi le faisait-elle, quels étaient leurs sentiments, et de quoi s'agissait-il dans tout cela? De nouveau il entendit tante Lucie, s'adressant à tante Éléanore. Elle était allée ce matin la prendre des renseignements sur une domestique. À 10h30 du matin, CN s'attend, n'est-ce pas, à voir la femme de chambre frotter les marches de l'escalier, quelle chose étrange, inexprimablement étrange. Ce qu'elle n'arrivait pas à comprendre, c'est pourquoi subitement, pendant que sa tante parlait, tout le système de leur existence lui était devenu inintelligible, inexplicable, et pourquoi elles lui apparurent, elles, même comme des chaises ou des parapluies, forées n'importe où sans la moindre raison.
Elle ne put que prononcer, avec son léger bégaiement, « Aimez-vous tante Éléanore ?» Tante Lucie, à quoi sa tante répondit avec son rire nerveux, saccadé comme le cri d'une poule. « Quelle question, ma chère, comment l'aimez-vous, Air Braticoli, insistait Rachel. « Je ne crois pas m'être jamais demandé comment, dit Miss Vince. On ne se demande pas comment on aime quelqu'un, Rachel. » Ceci était dirigé contre Rachel. Lui ne s'était encore jamais abandonné à ses tantes avec toute la cordialité qu'elle souhaitait. « Mais tu sais que je t'aime, n'est-ce pas, ma chérie, ne serait-ce que comme fille de ta mère, mais aussi pour bien d'autres raisons. » Elle se pencha pour l'embrasser, un peu émue, et l'explication en resta là, comme un bidon de lait irrémédiablement répandu à travers la pièce. C'est par cette voie que Rachel était parvenue au stade de la pensée, si le mot de pensée peut s'employer dans ce cas, où les yeux se fixent sur une boule ou sur un bouton quelconque, où les lèvres se font immobiles. Ces tentatives d'explication n'avaient fait que heurter les sentiments de sa tante. Elle en conclut qu'il était préférable de ne plus faire d'essai. Sentir profondément quelque chose, c'était créer un abîme entre soi-même et les autres qui, eux s'en sent profondément peut-être, mais différemment. Mieux valait jouer du piano et oublier tout le reste. Cette conclusion lui parut satisfaisante. Les temps restant dans le livre. 8h44 minutes 80. Quelques hommes où l'aime s'étend eux, Tite Peidli, Elan, Monsieur Pépère, etc. ne se replient, pomplient que des symboles, et connivent bien que sans caractère, symboles de l'âge, de la jeunesse, de la maternité, de l'érudition, beaux X parfois comme sont beaux les personnages sur la scène. Il était clair que Pearson ne disait jamais ce qu'il pensait, ne parlait de ce qu'il ressentait vraiment, mais pour lire cela, il y avait la musique. Du moment que la réalité résidait d'âme, ce que l'on voyait ou sentait sans en parler, il n'y avait qu'à admettre un système selon lequel tout tourne sans cesse en rond pour la plus grande satisfaction d'autrui et ne pas s'en préoccuper. Si on parfois comme d'une chose superficiellement étonnante, absorbée par sa musique, elle acceptait son sort avec beaucoup de bonne grâce, ne laissant éclater son indignation qu'une fois tous les 15 jours à peu près, puis s'apaisant comme elle venait de le faire. Dans un désordre de vagues songeries, sa pensée semblait se fondre délicieusement, se combiner, communier avec l'esprit des lames blanchâtres du pont, avec l'esprit de Douzmer, avec l'esprit de Beethoven, au 112, et même avec l'esprit d'As pauvre William Codpé, là-bas à Aulnay. Telle une boule de duvet de chardon, elle effleurait d'un baiser la mer, montait, redescendait pour une nouvelle caresse, et ainsi, caressant et remontant tour à tour, s'en allait à perte de vue. La tête de Rachel retombait par saccades, marquant les montées et les descentes du duvet de chardon. Quand celui-ci disparut dans l'espace, elle dormait. 10 minutes plus tard, Mrs. Ambrose ouvrit la porte et la regarda. Elle ne fut point surprise de constater la façon dont Rachel passait ses matinées. D'un coup d'œil, elle enregistra le piano, les livres, le désordre général. Pour commencer, elle examina Rachel du point de vue esthétique. Prostrée là, sans défense, elle faisait penser à quelque victime tombée des serres d'un oiseau de proie, mais si on la considérait l'homme une femme de 24 ans, sa vue suscitait des réflexions. Mrs. Allen BRDSE, debout, médita pendant 2 minutes au moins. Puis elle sourit, fit demi-tour et s'en alla sans bruit, de peur d'éveiller la dormeuse et de provoquer entre elles de l'embarras d'un dialogue, UERNPS restant dans le livre. 8h42 minutes 8 aux Aïe. Le matin suivant, de bonne heure, les voyageurs crurent entendre au-dessus de leur tête un bruit de chaînes qu'on tire brusquement. Les battements réguliers du cœur de l'Euphrosineuse arrêtèrent peu à peu. Mettant le nez au hublot, elle en apéroïtait un château immobile sur, et une colline immobile. On venait de jeter l'ancre dans l'estuaire des étages et, au lieu de fendre des vagues toujours nouvelles, on voit les mêmes vagues revenir sur elles-mêmes pour battre les flancs du bateau. Aussitôt après le petit déjeuner, Willoughby disparut par-dessus bord, emportant une grande mallette de cuir et se retournant pour lancer des ordres. Chacun devait faire attention et bien se tenir, car il serait, lui, retenu par ses affaires à Lisbonne, jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Aux environs de 7 heures, il reparut, portant sa mallette, se déclarant fatigué, ennuyé, mort de faim et de soif, réclamant d'urgence sa tasse de thé. Tout en se frottant les mains, il comptait les incidents de la journée, comment il avait surpris Jackson, le pauvre vieux, en train de se peigner la moustache devant la glace de l'agence,
loin de s'attendre à pareille incursion. Comment il lui avait fait abattre dans sa matinée une bisogne dont il n'avait guère l'habitude et lui avait offert ensuite un déjeuner au champagne avenue Ezo, Tolan. Comment il avait rendu visite à Mrs. Jackson, plus grosse que jamais, la pauvre, mais demandant gentiment des nouvelles de Rachel, épuisant restant dans le livre. 8h42 minutes 8 oh mon Dieu, le vieux Jackson avouait une de ses maudites gaffes qu'on commet pas l'F mi blesse. Enfin, ce n'était peut-être pas si grave que ça, seulement à quoi servaient donc les ordres qu'il donnait si on s'empressait, l'y désobéir? Il avait expressément spécifié qu'il ne prendrait pas de passagers pour cette traversée. Là-dessus, il se mit à fouiller ses poches et finit par en extraire une carte, 19 visites qu'il plaqua sur la table devant Rachel. Elle eut Monsieur et Mrs. Richard Dalloway, 23, Brown Street, Mayfair. Monsieur Richard Dalloway, poursuivait Monsieur Vinras, m'a l'air d'un monsieur qui se figure que ses désirs sont des ordres, sous prétexte qu'il a siégé au Parlement et a épousé la fille d'un père. Toujours est-il qu'ils ont circonvenu le pauvre petit Jackson, en disant qu'ils avaient droit au passage, en exhibant une lettre de Lord Glenaway qui me demandait cela comme une faveur personnelle, sans tenir aucun compte des objections de Jackson, qui ne devait pas être très énergique, d'ailleurs. Et voilà, il n'y a plus qu'à se résigner, je suppose envoyer cependant que, pour une raison ou une autre, Willoughby était enchanté de se résigner, malgré ses protestations spectaculaires. Monsieur et Mrs. Dalloway avaient, en effet, échoué à Lisbonne après quelques semaines de voyage sur le continent, voyage destiné avant tout à élargir les idées de Monsieur Dalloway. Un accident comme il s'en produit dans la vie politique l'empêchant, pour une saillon, de servir son pays au sein du Parlement, Monsieur Dalloway s'efforçait de le servir au mieux en temps restant dans le livre. 8h41 minutes 8% qu'une créature est mise en carré 01 repose d'épée, d'anglais, put-on lire dans le Juin 11. Ce voyage échappait à toutes les conventions et ne suivait aucun plan préconçu. L'itinéraire leur étant suggéré par les correspondants du Times à l'étranger, tout autant que par d'autres considérations. Monsieur Decalitre-Loway désirait examiner certains canons. Selon lui, la côte africaine était beaucoup plus repliée tant qu'on ne tendait à le croire dans son pays. Les époux se mirent donc à chercher un bateau assez lent, se prêtant à tuer sorte d'enquête confortable, car ils redoutaient le mal de mer, qui ferait quelques escales d'un JCR ou deux, embarquant ça et du charbon pendant que les Dalloway iraient satisfaire leur curiosité. En attendant, ils restaient en panne à Lisbonne, n'arrivant pas à trouver le bâtiment de leurs rêves. On leur signala l'Euphrosine, mais en ajoutant qu'en principe ce cargo transportait des articles de nouveauté dans la région de l'Amazone et en rapportait du caoutchouc, ne prenant de passagers que dans des conditions exceptionnelles. Mais les termes conditions exceptionnelles parurent fort encourageants aux Dalloway. Ceux-ci appartenaient à une classe où tout est réglé, ou pourrait se régler au besoin, grâce à quelques conditions exceptionnelles. En l'occurrence, Richard n'eut qu'à envoyer un mot à Lord Glenaway, directeur de la ligne qui porte son nom, puis à aller trouver ce pauvre vieux Jackson pour lui signaler que Mrs. Dalloway était née une telle, que lui-même avait rempli telle fonction et qu'il désirait telle chose près. Le tour était joué. On se sépara sur des compliments, enchantés de part et d'autre, et une temps restant dans le livre. 8h39 minutes 9:00 semaines plus tard, au crépuscule, une barque se dirigeait vers le cargo, amenant les Dalloway. En l'espace de 3 minutes, ils avaient pris pied sur le pont de l'Euphrosine. Cette arrivée causa, comme de juste, une certaine agitation. Plusieurs paires d'yeux furent à même de reconnaître que Mrs. Dalloway était une personne grande et mince, le corps enveloppé de fourrures et la tête de voile, tandis que M. Dalloway se présentait comme un homme de taille moyenne, de forte carrure, en costume que eurent un sport, au milieu d'une lande automnale. Bientôt ils se virent entourés d'un grand nombre de valises en cuir, d'un brin opulent. Monsieur Dalloway portait au surplus une serviette et sa femme une trousse où se devinait le collier de diamants et les flacons à bouchons d'argent. C'est absolument un Weasley, s'écria-t-elle avec un geste onduleux vers le rivage, tout en serrant la main de Rachel. Celle-ci eut à peine le temps de jeter un coup d'œil sur le gris des Coal Lines que déjà Willoughby présentait Mrs. Shelley qui escorta la dame vers sa cabine. Bien qu'on la sût temporaire, cette diversion ne laissait pas d'être troublante et chacun en restait plus ou moins consterné. Depuis M. Gris,
le steward, jusqu'à Ridley lui-même. Quelques minutes plus tard, en traversant le fumoir, Rachel y trouva Ella en train de déplacer des Uteuil 3, très absorbée par ces temps restants dans le livre. 8h38 9% arrangement. Apercevant qu'Échelle, Aubour va sur un ton de confidence, si l'on arrive à installer un coin où les hommes veuillent bien se tenir entre eux, tout ira bien. Le principal, ce sont les fauteuils, elle les roulait de ci de là. Dis-moi, est-ce que cela a toujours l'air d'une buvette de 2 arts? Elle arracha de la table le tapis de peluche. L'aspect de la pièce en parut grandement amélioré. L'arrivée des étrangers rappelait d'émettre part à Rachel que l'heure du dîner approchait et qu'il s'agissait de changer de toilette. Aussi la sonnerie de la grosse cloche la surprit-elle assise au bord de sa couchette, de manière à ce que la petite glace, au-dessus du lavabo, pût refléter sa tête et ses épaules. Dans cette glace, son visage montrait une expression attentive et mélancolique, car depuis l'apparition des Dalloway, elle avait acquis une certitude déprimante. Sa physionomie n'était pas telle qu'elle la souhaitait et ne le deviendrait sans doute jamais. Mais enfin, quelle que fût sa physionomie, le sens de la ponctualité qu'on lui avait inculqué l'obligeait à se rendre à table. De son côté, Willoughby avait employé ces quelques minutes à esquisser devant les Dalloway les personnes qu'ils allaient rencontrer. Il les comptait sur ses doigts, d'abord mon beau-frère Ambrose, l'érudit que vous connaissez sans doute de nom, sa femme, mon vieil ami Pepper qui est en restant dans le livre. 8h37 9 arrangement, 11,1, et voilà. Lichel, L01, Serme 111 mit en confidence si l'on arrive à installer un coin où les hommes veuillent bien se tenir entre eux, tout ira bien. Le principal, ce sont les fauteuils, elle les roulait de ci de là. Dis-moi, est-ce que cela a toujours l'air d'une buvette de gare? Elle arracha de la table le tapis de peluche. L'aspect de la pièce en parut grandement amélioré. L'arrivée des étrangers rappelait d'autre part à Rachel que l'heure du dîner approchait et qu'il s'agissait de changer de toilette. Aussi la sonnerie de la grosse cloche la surprit-elle assise au bord de sa couchette, de manière à ce que la petite glace, au-dessus du lavabo, pût refléter sa tête et ses épaules. Dans cette glace, son visage montrait une expression attentive et mélancolique, car depuis l'apparition des Dalloway, elle avait acquis une certitude déprimante. Sa physionomie n'était pas telle qu'elle la souhaitait et ne le deviendrait sans doute jamais. Mais enfin, quelle que fût sa physionomie, le sens de la ponctualité qu'on lui avait inculqué l'obligeait à se rendre à table. De son côté, Willoughby avait employé ces quelques minutes à esquisser devant les Dalloway les personnes qu'ils allaient rencontrer. Il les comptait sur ses doigts, d'abord mon beau-frère A.M. Bellows, l'érudit que vous connaissez sans doute de nom, sa femme, mon vieil ami Pepper qui est en restant dans le livre. 8h37 9%.